plaisir de vous retrouver tous les week-ends pour parler cinéma, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, le Ciné 7, l'unique en son genre sur Innov TV. Je vous retrouve juste après le sommaire pour avoir un aperçu partiel de l'émission de ce soir. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7 Magazine, retrouvez la prochaine adaptation d'Obélix très prochainement en salle dans la rubrique News. On s'informe ensemble au cinéma avec cette fois l'usage de la caméra subjective dans la rubrique Gros Plan. Et près de rendez-vous avec le prochaine sortie en salle dans la rubrique Nouveautés. Faisons un tour aux États-Unis en vous brossant le portrait de l'acteur Mark Harmon. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le film d'animation Astérix et le Royaume de Nubie est sorti depuis le 2 décembre. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Allez, on va jeter un coup d'œil sur ces longs métrages. Le prochain film Astérix d'animation, Astérix et le Royaume de Nubie, sortira au cinéma le 2 décembre 2026. Il s'agira d'une nouvelle aventure inédite réalisée par Alexandre Eboyen. Il est également prévu un film en prise de vue réelle réalisé par Jonathan Cohen, dont le tournage est prévu pour 2026 et qui adaptera l'histoire culte de 12 travaux d'Astérix. A savoir qu'après l'Empire du Milieu, sorti en 2023 et réalisé par Guillaume Canet, la 6e aventure d'Astérix et Obélix au cinéma est officiellement en préparation. Alors loin comme Massilia? Plus loin. C'est pas loin comme l'Égypte quand même. Depuis juin dernier, nos confrères de Closer, puis du Parisien, affirmaient que Jonathan Cohen avait été choisi pour diriger le film. Nous sommes effectivement sur un projet avancé sur un 6e opus de la saga Astérix et Obélix, avec Jonathan Cohen à la réalisation, mais rien n'est signé, a écrit le Parisien. Aujourd'hui, cette info est confirmée par le site américain Variety à la fin d'un long article consacré au producteur Hugo Silignac, qui produit Chien 51 de Cédric Jiménez, et le prochain film est Astérix et Obélix. À retenir que Jonathan Cohen va réaliser le prochain film Astérix et Obélix, adapté d'une de leurs aventures le plus culte. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Comme on pouvait s'y attendre, un film qui parle spécialement de Noël. Le film s'intitule Panique à Noël et il est du réalisateur français Henrique Martin. Dire que des gens ont vécu dans cette maison. Oui, et un jour ils sont partis et ils ne sont jamais revenus. Encore un peu. Et voilà. C'est pas beau. C'est vraiment magnifique. Léa! Maximus! Noël arrive à grands pas et le réalisateur français Henrique Martin nous livre en salle le film d'animation de comédie et surtout à suivre en famille titré Panique à Noël. Ce film de 1h20 raconte l'histoire d'une adorable famille de souris qui se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour de fêtes parfaites, jusqu'à l'irruption d'un truc qui débarque soudain. Des humains, pire, une famille d'humains qui souhaitent eux aussi profiter d'un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger. Elles décident de faire fuir coûte que coûte les troubles fêtes. Les guerres est déclarée et dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux. La magie de Noël va-t-elle s'enfuir ou pas? C'est à découvrir dans ce film. Depuis le sol, du plafond, et même derrière les murs. Et folle! Le petit humain est très gentil. Ils veulent nous tuer. C'est pourtant simple à comprendre. Elles veulent pas nous faire la guerre. Moi non plus. Elles veulent juste fêter Noël. Oui, moi aussi. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'ai juste un souhait pour l'info qui va suivre. Que ma volonté soit faite. Les désirs féminins, le souhait de l'émancipation féminine, c'est à travers ces films. Ma mère s'agenouillait devant Satan. Le mal était en elle. Que ma volonté soit faite. Ce film explore le désir féminin, la liberté et l'émancipation dans un milieu patriarcal à travers l'histoire d'une jeune paysanne qui découvre de pouvoirs surnaturels liés à ses émotions. Il s'agit d'une métaphore de la féminité où le pouvoir de l'héroïne symbolise la peur qu'inspire la liberté et l'affirmation de soi et des femmes. Il s'agit d'une métaphore de la féminité où le pouvoir de l'héroïne symbolise la peur qu'inspire la liberté et l'affirmation de soi de femme et où la monstruosité se révèle être moins dans le surnaturel
surnaturel que dans la répression sociale et les désirs des hommes. Il y a de ce fait l'éveil du désir et du pouvoir. Le film utilise le surnaturel comme un outil métaphorique. Lorsque la veine Naouchka ressent le désir, un pouvoir monstrueux et incontrôlable s'éveille en elle. La figure de la femme libre, l'arrivée de Sandra, une femme libre et provocante, est les catalyseurs. Elle représente une féminité assumée qui fascine Naouchka et effraie les hommes du village. À savoir d'un côté, la peur de la liberté féminine, puisque le film renverse le regard. La véritable monstruosité ne vient pas des Naouchka, mais de la façon dont son désir et celui de Sandra sont perçus comme une menace par la communauté masculine. Ce désir est puni comme une chasse aux sorcières. De cela s'ensuit une dimension féministe. Le film est un hymne à la liberté et au désir féminin. Il interroge la place de femmes et la façon dont leur émancipation peut effrayer. L'esthétique crue et fiévreuse tournée en pellicule accentue l'ambiance organique et mystique. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour la leçon du jour, dans la rubrique gros plan, j'ai un terme technique à vous proposer, caméra subjective. Est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous ne savez pas, suivez ce tutoriel. Attends, regarde, je vais leur montrer. Voilà, ça, c'est le plan subjectif de moi-même. Actuellement, vous et moi, nous ne faisons qu'un. On va aller à la table de maquillage. Tiens. Hey, salut Thomas, ça va? Comment tu vas? Ah, tu t'es mis un bonnet? Ouais. C'est marrant. C'est un petit peu crétin, mais... coucou. Et alors maintenant, on va aller... Ah ouais, la table régie. La table régie, c'est terrible, tu sais, quand t'as un petit creux, tout ça. Alors, un fruit, un gâteau, un fruit... La caméra subjective ou plan subjectif est une technique cinématographique où la caméra se positionne à la place des yeux d'un personnage pour montrer au spectateur ce qu'il voit, créant ainsi une forte immersion et identification. Ce procédé, souvent utilisé ponctuellement pour souligner un moment clé, peut aussi constituer la totalité d'un film. Le terme est également utilisé en audiovisuel, bande dessinée et jeux vidéo où il correspond à la vue à la première personne. À savoir que son fonctionnement et objectif est de simuler la perception, c'est-à-dire la caméra adopte le point de vue du personnage, simulant ainsi sa perception visuelle du monde. Renforcer l'identification. Les spectateurs vivent l'expérience de manière plus directe, comme s'il était le personnage, ce qui renforce son identification avec lui. Intensifier l'émotion. Le procédé permet d'accentuer l'émotion d'une scène car le spectateur partage le ressenti du personnage. Cependant, on parle de caméra subjective à propos de plans qui traduisent l'état physique ou mental d'un personnage, d'une scène, et ne représentent pas ce qu'il voit, mais le fruit de son imagination. À noter que le procédé est inventé en 1900 par un cinéaste britannique qui a également utilisé la première fois au cinéma le gros plan. Il s'agit de George Albert Smith qui veut montrer dans la loupe de grand-mère, Grandma's Reading Glass, également intitulé les lunettes de lecture de mamie, ce que voit un jeune garçon qui emprunte la loupe de vision de sa grand-mère pour mieux voir le mécanisme d'une montre, un oiseau dans sa cage, les chatons de son aïeux. Outre le plan, le découpage, le montage, le plan maître et le gros plan, le panier de la grand-mère de lunettes de lecture de mamie récèle un autre trésor, le plan subjectif. Un plan où la caméra remplace le regard d'un personnage et montre ce qu'il voit, ce qui fait d'elle une caméra subjective. Par la grâce de ces caméras subjectives, emprunte ainsi le regard du personnage et s'identifie provisoirement à lui. Dans le film fondateur de George Albert Smith, le plan où le jeune garçon observe à travers la loupe sont tous des plans subjectifs. Chers téléspectateurs, amoureux du cinéma, nous espérons que vous avez compris ce procédé et que vous n'allez pas d'aussitôt oublier, c'est qu'une caméra subjective. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On enchaîne rapidement avec la rubrique nouveautés. Là-bas, on va vous proposer les prochaines sorties en salle de vos films et séries. Qui a envie que je lui raconte une histoire? Bon, tu peux pas rester comme ça, mon grand. C'est clair, tu peux pas rester des mois sans baiser, Ravi. Vous voulez que je fasse quoi? Entre Sophia, Alex et le travail, eh ben, on n'a plus envie de s'envoyer en l'air et c'est normal. Il était une fois une jolie jeune fille qui allait bientôt fêter son anniversaire. Monica. Au revoir, monsieur Vasquez. Elle avait toujours été une petite fille rebelle. Toutes les semaines, elle se disputait avec ses parents. Quand c'était pas à cause des études, c'était pour les vêtements. Quand c'était pas pour les vêtements, c'était parce que la petite fille voulait un foutu portable. Quelques jours seulement après avoir fêté ses 16 ans, Monica installa une application qui était très à la mode parmi ses copines du lycée. Elle rencontra ainsi un jeune homme. Ils avaient le même âge. Ils devinrent tout de suite bons amis. Résultat, un jour ce jeune homme dit à Monica qu'il était seul chez lui, sans ses parents, qu'elle pouvait venir prendre une glace. Alors elle décida d'y aller.
Mais comme la relation avec ses parents n'était pas très bonne, elle leur dit qu'elle allait chez une de ses amies. Amour, demain je pourrai pas fêter Noël avec tes parents. Il faut que je termine la présentation pour le poste de chef de division. Résultat, elle s'en alla chez le garçon. Et au lieu de se retrouver avec un jeune de 16 ans, elle se retrouva avec un vieux dégoûtant de plus de 50 ans. Naturellement, dès qu'elle le vit, elle voulut s'en aller. Mais le gros malin avait fermé la porte à clé pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Et alors j'ai compris. J'étais bien le seul à pouvoir faire quelque chose pour éviter qu'une telle horreur arrive à quelqu'un d'autre sur cette terre. Ta femme sait ce que tu fais avec ton téléphone. Quelque chose a perforé ta capsule et brisé ton casque. Vous pensez que c'était quoi? Peut-être des débris de météorite. Tu as de la chance d'avoir survécu. Elle a bien failli mourir. On est tous ravis que tu ailles bien. Moi aussi. Le département t'a trouvé une superbe maison pas loin pour ta convalescence, à l'abri des regards. Bienvenue. Vas-y doucement, je veux pas que tu me fasses un malaise. Attends-toi à tout. Des nausées, des vertiges, de la fièvre, des hallucinations. À bientôt. D'accord, maman. Et repose-toi. La maison la plus proche est à des kilomètres. On dirait un film d'horreur. Il s'est passé un truc ici, hier soir. Et si quelque chose m'avait suivi, jusqu'ici. On verra ce qu'il en est, d'accord? Tu vas y arriver. J'ai des élans bleus qui s'étendent sur tout le corps. Je vois des choses qui sont pas vraiment là. Le corps humain a besoin de temps pour se rappeler comment fonctionner sur Terre. Tu joues un rôle essentiel dans ce projet. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Bonsoir. Bonsoir. Ah, chers ambianceurs, bienvenue au Roomba Royal. Et toi, comment ça se passe avec ton délai? Plutôt avec Daniel. Tu as une belle voix, tu sais. J'ai d'autres talents. Nous avons tous un but dans cette vie. Arrête de jouer à l'innocent là parce que tu l'as tué, tu l'as assassiné de sang-froid. Tu as quelque chose à me dire? Elle ne veut pas être avec toi. Ah bon? Et qui diable es-tu, toi, pour savoir avec qui elle a envie d'être ou pas? Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro
ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Le marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal. Jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! Ça se rapproche! Ça se rapproche! Ça avance! Aidez-moi, je suis coincée! Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Sans plus tarder, nous allons naviguer au gré des vagues de la vie professionnelle de Marc Arment. You know what we need? I mean, besides bread, we need a woman who appreciates what we have to offer. Marc Arment est un acteur, producteur et réalisateur né en Californie aux États-Unis le 2 septembre 1951. Il commence à faire du football américain puis devient comédien. Il débute à la télévision dans un épisode de Sergent Anderson en 1995 et au cinéma dans Le souffle de la tempête d'Alan J. Pakula en 1978. Il tient aux côtés de Morgan Fairchild la vedette en 1980 du téléfilm Marchand de rêve sur la naissance du cinéma et en 1980 de Flamingo Road qui fixe pour longtemps son image de jeune premier idéal dans le rôle de l'ambitieux Fielding Carlisle. Marc joue ensuite dans 3 épisodes de La Croisière s'amuse et 2 épisodes de Hôpital Saint-Elsewhere, série hospitalière culte aux États-Unis. Il s'essaie aux films d'aventure exotiques, soit Touareg ou encore Le guerrier du désert, et à la comédie comme dans Des vacances de rêve à la télévision et Le prof d'enfer pour un été de Karl Reiner au cinéma, le 2 avec Kirstie Alley. Il s'illustre aussi dans des compétitions dramatiques dans des téléfilms au-dessus de tout soupçon où il incarne le tueur Ted Bundy et Rends-moi mes fils inspiré d'un autre fait divers ayant pour héros Sébastien Milito. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali. Credeva d'averti riconosciuto. Sai, dice che stamattina un signore, uno stranotizio, gli ha dato dei soldi. En 1987, dans la série Clair de Lune, Arment joue un spationaute, charmeur, qui éclipse un temps Bruce Willis dans Le cœur de Maddy. Ça c'est vrai tant que je ne vous aurai pas détaché. Et je ne vous détacherai pas tant que je ne serai pas sûr que vous êtes calme et que vous comprenez bien la situation. Bon, est-ce que vous êtes calme? Je suis calme. Vous n'avez pas l'air calme. Je suis calme et j'ai tout compris. Les muscles de votre visage sont tendus. Je suis calme. On dirait que vos yeux lancent des éclairs. Je suis calme. D'accord. Il va falloir que je vous croie sur parole. Je vais vous détacher. L'année suivante, Arment est le partenaire de Sean Connery et Meg Ryan dans le thriller Presidio, base militaire, San Francisco, réalisé par Peter Yams. Pour l'occasion, son salaire franchit la barre symbolique du $1 million. Cependant, le succès mitigé du film l'en éloigne. L'acteur revient au petit écran, il succède à Paul Newman en gigolo cynique face à Elizabeth Taylor dans l'adaptation de la pièce de Tennessee Williams, Doux oiseau de jeunesse, filmée par Nicholas Roeg, et à Joseph Cotten dans le remake du film d'Alfred Hitchcock, L'ombre d'un doute, avec Tippi Hedren pour co-vedette. Il interprète également le rôle-titre de Dillinger. Sur grand écran, Marc séduit Madeleine Stowe et Leslie Ann Warren dans la comédie 3 lits pour un célibataire et tourne de films confidentiels dirigés par Nicholas Roeg et John Seal.
En 1994, Harmon figure dans la distribution de Wyatt Earp de Lawrence Kasdan et l'année suivante, il est le père dans le film pour enfants Orky où il retrouve l'actrice Harley Jane Kozak. Dans le même temps, il obtient le rôle titre de la série Charlie Grace où il joue un détective privé, mais celle-ci ne trouve pas son public et disparaît rapidement. Dès 1996 et durant 4 saisons, il devient un personnage régulier d'une série hospitalière culte Chicago Hope, La vie à tout prix. Durant cette époque, il apparaît également dans le film de Terry Gilliam, Las Vegas Parano. Par la suite, Mark Harmon continue de travailler pour le cinéma, souvent en vedette, mais ses œuvres passent inaperçues. En revanche, ses participations à la série A, La Maison Blanche en 2002 et surtout 2 épisodes de Jack relance sa carrière, il y interprète l'agent spécial Leroy Jethro Gibbs, personnage qu'il reprend en 2003 dans NCIS, Enquête spéciale, où il est le chef des opérations, les héros autour duquel la série est bâtie, série dont il est aussi coproducteur. La même année, le public le remarque aux côtés de Jamie Lee Curtis dans Freaky Friday, dans la peau de la mère de Mark Waiters. En 2015, le magazine Forbes classe Mark Harmon parmi les acteurs de télévision le mieux payé avec 20 millions de dollars engagés en un an. Le 11 septembre 2021, après le 4e épisode de la saison 19 de NCIS, il quitte la série après 418 épisodes. Il en reste cependant producteur exécutif. En juin 2023, il annonce qu'il écrit un livre avec Leon Carroll Jr., un ancien agent du NCIS et conseiller de CBS, intitulé Ghost of Honolulu, qui racontera les origines de l'ONI, Office of Naval Intelligence, l'ancêtre du NCIS. Du côté privé, le 21 mars 1987, Mark Harmon se marie avec l'actrice Pam Dunbar, héroïne de la sitcom Sam Suffit et la série télévisée Mork and Mindy. Le 25 juin 1992, naît leur second fils, Ty Christian Harmon. We're trapped like rats. Tension breaker had to be done. Mark Harmon. You need an intelligent, sensitive man who can skate. Kirstie Alley. Do you know such a guy? Oh, they're hard to find. In the Oceanfront High Summer School Class of 87. They're as smart as you and me. You and I. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, j'espère que nous avons suffisamment retenu votre attention à travers ce numéro du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, le tout premier de ce mois de décembre. Je vous retrouve très prochainement pour notre passion cinématographique. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.